Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité, bonsoir. Quatuor de choc, camarades chéris. L'actualité internationale, c'est la bascule des rapports de force géopolitiques presque 3 semaines après le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, alors que les mollahs bombardent le Moyen-Orient. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran profite à un pays, la Russie, grâce à la levée temporaire des sanctions décidées par Donald Trump. Vladimir Poutine recommence à exporter son pétrole. So far, there is only one winner in this war, Russia. And it benefits from the reduced attention to the Ukrainian front as the conflict in the Middle East takes center stage. Depuis la guerre au Moyen-Orient, les yeux se détournent de l'Ukraine. La Russie est-elle la gagnante de ce conflit? Ou le pays est-il plus fragilisé qu'il n'y paraît par 4 ans de guerre? Ce sera l'objet de notre débat. Et on vous retrouvera juste après Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on va parler d'un phénomène. 72 ans, Elisabeth, c'est le record pour un maire en fonction. Vous savez, hein, là, nous connaissons les listes désormais pour le second tour des élections municipales. Elles ont été déposées hier en mairie. Retour donc sur ce record. Élu en culotte courte quand il avait quel âge? Il était jeune. Et il a vécu vieux. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'un mal sournois qui guette les adeptes de vacances en croisière. C'est la gastro. Les épidémies se multiplient à bord des gros bateaux. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons la préhistorienne Marilène Patou-Mathis, spécialiste de l'homme de Néandertal, qui s'interroge dans son dernier livre, s'interroge sur les relations historiques entre nous, les sapiens, et le vivant non humain, les animaux. Chassés, domestiqués, sacrifiés, vénérés, et aujourd'hui bichonnés sont équelles d'un côté, mais bouffés aussi du poulet de batterie. Le point sur ces relations que nous entretenons, elles sont souvent paradoxales avec les animaux. On la retrouve tout de suite. Marilène Patou-Mathis, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Ravi. Vous avez fait paraître chez Alary Éditions « Nous étions si proches ». De qui s'agit-il? De nous, les Homo sapiens, et de notre histoire compliquée, complexe, passionnée avec les animaux, c'est ça? Avec les animaux, tout à fait. C'est un long compagnonnage. Qui remonte à... Il y a très très longtemps. 8 millions d'années peut-être, vous le faites remonter à 8 millions d'années. Oui, parce que c'est la séparation des grandes lignées. C'est ça, hominidés d'un côté. Voilà, et puis les grands singes. Et là, ça a commencé à se corser. On va en parler avec vous après votre profil idéal, Marilène Patou-Mathis, réalisé par Gaël Legras. Marilène Patou-Mathis, vous êtes préhistorienne et paléontologue. Aujourd'hui, vous vous penchez sur les rapports que nous entretenons avec les animaux. Alors comment la relation humain-animal, débutée il y a plus de 7 millions d'années, a-t-elle évolué? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2004, à l'occasion de l'exposition intitulée « Au temps des mammouths » au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, vous mettez déjà en exergue le lien fort qui existe entre les mammifères et les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Ici, nous avons donc une omoplate de mammouth qui a été peinte. On voit que le mammouth a une place très importante et son statut vraiment là aussi apparaît plus dans le domaine du social, du rituel que dans le domaine simplement alimentaire. Spécialiste de l'homme de Néandertal, vous avez contribué à démonter les préjugés dont il était victime. Vous y avez consacré des livres et vous avez également dirigé une exposition en 2018. Néandertal considéré comme un homme singe, très inférieur, cannibale, charognard, qui parlait pas. Bon, bah, tout ça est complètement faux, on le sait maintenant avec les nouvelles découvertes. Parmi les clichés que vous avez combattus, celui selon lequel la femme préhistorique ne chassait pas, ne peignait pas, ne taillait pas les outils, bref, qu'elle n'était bonne qu'à balayer la grotte et à faire des enfants. Pourquoi on aurait le droit de dire ce sont des hommes qui ont taillé les outils et tout, et pas de dire mais peut-être là dans certaines sociétés ce sont des femmes, parce que la préhistoire ça n'existe pas, ce sont des sociétés préhistoriques. Dans votre dernier livre, vous déplorez l'éloignement progressif entre les animaux et les humains et vous parcourez les étapes de cette mise à distance. Vous évoquez la réification de l'animal au XVIIe siècle avec Descartes qui souhaitait que nous nous rendions maîtres et possesseurs de la nature. Vous notez que depuis le 19e, les animaux d'élevage sont réduits à de la matière première et vous redoutez l'avènement d'une 6e extinction de masse. Dans les dernières pages, pour enrayer la catastrophe écologique en cours, vous nous invitez à remettre en cause les dualismes de notre histoire récente, nature, culture, sauvage, civilisé, animalité, humanité.
Marilène Patoumatis, vous êtes spécialiste de Néandertal et vous savez que justement, on a découvert en 2018 en Espagne, dans 3 grottes, des représentations de profils de chevaux notamment, donc qui remontent à moins 65 000 ans. Pourquoi? Qui a eu cette idée de représenter ces profils d'animaux? Est-ce que c'était par gratitude? Est-ce que c'était une sacralité? Est-ce que c'était un pense-bête pour la chasse? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'était pas un pense-bête pour la chasse. En tout cas, vous savez, c'est l'art paléolithique, c'est 25 000 ans. Donc là, c'est beaucoup de sociétés différentes. Les motivations devaient être différentes. Mais c'est pas forcément un art vraiment pour la chasse. Pourquoi? Par exemple, à Lascaux, que tout le monde connaît, j'ai étudié les ossements des artistes, de leur sandwich, et en fin de compte, c'est que du renne. Et à Lascaux, vous n'avez quasiment pas de renne. Vous avez les aurochs, les chevaux, etc. Donc, vous voyez, c'est plus complexe que ça. Et probablement, ça rentre dans les croyances, dans les mythes. Voilà, je pense qu'il faut voir ça vraiment une relation très symbolique déjà à l'animal. C'est-à-dire que l'animal représente quelque chose, pas seulement de la viande. Vous évoquez une zoolâtrie à l'époque du néolithique. Oui, quasiment. On vénère. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, il n'y a que les animaux. Les humains sont très peu représentés. Il n'y a pas d'astre. À part les mains. Voilà, les mains, et puis quelques silhouettes, mais il n'y a pas d'astre, par exemple, ce qu'on va voir plus tard avec les agriculteurs. Et donc là, c'est vraiment des animaux très variés. Et en plus, avec la grotte Chauvet, on a découvert que aussi il y avait vraiment ces animaux une relation aux prédateurs, parce que là, on a des très beaux lions. Voilà, c'est vraiment une grotte très forte. Hein. Et il y a vraiment, dès ces périodes-là, quelque chose de très complexe. C'est pas que l'alimentaire. Alors, la religion et le christianisme en particulier va bousculer notre approche des animaux qui vont être considérés comme des diables. D'ailleurs, il va même y avoir des procès de porcs. Pendant toute la période médiévale, on va avoir des bestiaires. Ça va être vraiment la grande période. Et là, dans ces bestiaires, les animaux, ils ont une personnalité. Alors, ils sont bons, ils sont pas bons, ils sont vicieux, etc. Donc, on va avoir toute une catégorie. Et donc, certains animaux vont être en procès. Par exemple, notamment les cochons, parce qu'ils sont très proches de nous, et donc ils sont personnifiés, et donc ils vont être mis en procès. Ils ont, par exemple, mordu un enfant et tout. On a des textes qui le montrent, et là, ils sont condamnés tout à fait comme s'ils étaient humains. Mais dans notre relation à l'animal, Marilène Patoumatis, vous évoquez donc il y a 8 millions, il y a 2 branches, 8 millions d'années, les hominidés d'un côté, et puis les grands singes de l'autre, et puis le cerveau de ces hominidés qui sont omnivores et qui chassent de la viande des animaux pour se nourrir. Le cerveau croît de plus en plus. Est-ce à dire que le végétarisme est une anomalie pour les êtres humains? Car nous avons besoin de protéines animales. C'est-à-dire qu'on constate que, quand même, ce qui marche très bien au niveau de l'évolution, c'est l'omnivorisme. Même pour voilà, on est des omnivores. Et donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on est à la fois, on mange de la viande, et à la fois, il faut aussi du végétal. Et ça, très tôt, on s'est aperçu, même chez les australopithèques, qu'en fin de compte, ils consommaient des végétaux, mais aussi des protéines animales qui étaient sous forme d'insectes, hein, donc au départ. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il y a une consommation importante de viande, surtout dans le Rhum glaciaire, hein, avec nos néandertaliens et les sapiens. Et là, évidemment, on voit beaucoup dans nos sites des ossements d'animaux de plus en plus. Et il y a vraiment cette relation de chasseurs. Mais on peut penser, à l'image des chasseurs-cueilleurs, qui maintenant plus beaucoup, qui subsistaient jusqu'à nous, qu'il y a peut-être un rapport avec ces animaux comme un semblable et un frère. Une chasse éthique, d'une certaine manière. Une chasse éthique quelque part, alors sans le savoir, si j'ose dire, mais parce qu'ils sont des hommes de nature, des humains de nature, qui vivent de la nature et grâce à la nature. Et grâce notamment aux animaux. Parce que c'est tout l'animal. Plein de ressources pour se vêtir, par exemple, pour faire des armes, pour faire des outils. Donc ils sont vraiment multiples ressources. Alors on va évoquer avec vous et avec Anna la fameuse affaire du classement des nuisibles. Alors maintenant on les appelle les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ésodes. Il y a des catégories, 3 catégories de nuisibles, et Anna, vous allez nous expliquer que tuer les nuisibles est totalement inefficace selon des chercheurs. Oui, c'est la conclusion d'une étude qui est parue la semaine dernière dans la revue Biological Conservation. On y apprend qu'éliminer par exemple des renards roux, des fouines ou des corneilles, non seulement ça ne diminue ni
ni la taille de ces populations, mais en plus, ça ne diminue pas non plus les dégâts qu'elles occasionnent aux agriculteurs notamment. Pire encore, la traque et la surveillance de ces nuisibles coûteraient 8 fois plus cher que le montant total des dégâts occasionnés par ces animaux. Et le professeur au Muséum d'histoire naturelle Frédéric Giguet, qui a piloté cette étude, lui préconise plutôt de trouver des solutions qui soient non létales, comme par exemple des enrobages répulsifs de graines pour repousser les corneilles, ou encore des méthodes d'effarouchement qui permettraient de les faire fuir, ce qui éviterait de tuer inutilement 2 millions d'animaux nuisibles chaque année en France. Est-ce que vous, Marilène Patoux-Matis, vous pensez qu'il faudrait retirer ces renards roux de cette liste des nuisibles? Ah oui. Moi, je pense qu'alors là, vous avez pris l'exemple typique qui montre que c'est une erreur. C'est une erreur parce que les renards, ça mange par exemple des rongeurs. Donc, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un écosystème et on en fait partie. On n'est pas à part, on est dedans. Et si on bouge d'un côté, si j'ose dire, on déséquilibre. On déséquilibre, exactement. Et donc, en fin de compte, je crois que ce qu'il faut essayer de tenter, c'est de revenir à un équilibre. Regardez, par exemple, la réintroduction des castors. C'est une réussite le long des rivières. Donc, en fin de compte, je crois qu'on a, on a eu des fausses bonnes idées. On a voulu combattre quelque chose, justement le côté nuisible de certaines espèces, mais on a empiré les choses. C'est comme on enlève tous les prédateurs. C'est vrai, maintenant, dès qu'il y a un prédateur, eh ben, regardez dans quel état sont les chevreuils. Je veux dire, ça pose un problème parce que c'est un tout, c'est un écosystème. Donc, je crois que c'est là où il y a un travail à faire. Est-ce qu'il faut aller plus loin et réensauvager même les villes? Vous dites que les espaces sauvages ne représentent plus que 23% contre 85% de nos territoires. Est-ce que dans les villes, il faut réintroduire des animaux dits sauvages ou nuisibles? Oui, comme c'est le cas à Londres, par exemple. Alors, bien sûr, parce que tout le monde va dire, oui, mais regarde, déjà, il y a les sangliers qui reviennent chez nous dans les villes. Non, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, une question à se poser, c'est comment on a perdu cette proximité. Quand je dis nous étions si proches, je parle surtout aussi de la distance. Avant, on était près des animaux, on les voyait. Maintenant, on les voit quasiment plus. Et donc, sauf nos animaux familiers. Et c'est plutôt ça. Alors, comment le faire? Ça, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Mais je ne crois pas que c'est en éradiquant ou en disant plus de prédateurs que ça va arranger. Au contraire, on déséquilibre encore plus le système. Et dans nos villes, je crois que, d'ailleurs, par exemple, le cimetière du Père-Lachaise, c'est un bon exemple. 40 hectares et beaucoup de familles de renards à Paris. Absolument, 40 hectares de vie en liberté. Toute espèce dite sauvage ou nuisible. Marilène Patoux-Matis, dans votre nom, il y a Patou. Patou, c'est le nom de ces chiens de berger des Pyrénées, pardonnez-moi, mais ça me fait penser immédiatement à ça, qui sont utilisés par les bergers pour tenter d'empêcher les loups de manger leurs brebis. Est-ce que vous êtes en accord avec cette tentative de trouver une espèce de diplomatie du vivant avec des égards ajustés, comme disait le philosophe Baptiste Morisot? Oui, il faut essayer de ne pas s'en prendre aux loups, mais d'essayer de trouver comment rééquilibrer tout ça. Moi, je crois que c'est important, parce qu'on ne peut pas faire contre les gens non plus. C'est-à-dire qu'on fait partie, on ne va pas dire aux bergers, ben non, soyez plus bergers, parce qu'ils sont très importants. Comme les petits éleveurs, je précise bien, les petits éleveurs, c'est très important aussi, parce qu'ils ont un rapport avec leurs animaux, justement, parler des bergers. Donc je pense qu'il faut trouver ces égards ajustés. Oui, c'est ça, de trouver quelque chose qui permette un consensus autour du moins pire pour certains. Mais en tout cas, je pense que c'est très important qu'on ne fasse pas contre, parce que sinon on n'avancera pas. Mais juste pour dire quelque chose qui est très grave à mon avis en ce moment, pourquoi cette grande perte de la biodiversité, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que plus ça va, plus que ce soit pour le sauvage ou le domestique, parce qu'on va prendre en ce moment des territoires en Île-de-France, par exemple, pour remplacer l'agriculture par des data centers. Donc, en fin de compte, il y a vraiment cette urbanisation et qui nous éloigne, on revient à ça, qui nous éloigne de ces animaux. Vous êtes pour zéro artificialisation des sols, on l'a bien compris. Merci Marilène Patoux-Matis. Une osmose entre le vivant humain et non humain. Voilà, nous étions si proches, nous pourrions le redevenir. Il faut lire votre essai chez Alary. Merci infiniment. On passe à notre débat sur les nouveaux rapports de force géopolitiques. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la Russie semble tirer son épingle du jeu en exportant à nouveau son pétrole. Depuis que le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien, la guerre en Ukraine est passée au second plan, le plan de paix aussi. Y a-t-il un partage de renseignements militaires et stratégiques entre Téhéran et Moscou? La Russie est-elle la grande gagnante ou est-ce une illusion d'optique? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
350 pétroliers chargés ou à vide, toujours immobilisés. Le trafic est quasiment à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran. Les pétromonarchies ne peuvent plus exporter leur or noir vers l'Asie. Le prix du baril a flambé et ce n'est pas pour déplaire à Vladimir Poutine qui de fait vend son pétrole plus cher, une aubaine dont il est bien décidé à profiter. La Russie est un fournisseur d'énergie fiable. Elle l'a toujours été. Nous sommes en train d'augmenter nos livraisons à nos partenaires. Et Moscou bénéficie d'un coup de pouce inattendu. Face à l'affolement des cours mondiaux, les États-Unis ont assoupli les sanctions contre le pétrole russe. Les barils déjà chargés sur des bateaux pourront être vendus. L'Inde n'a pas tardé à passer commande. De quoi faire bondir le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui ne mâche pas ses mots. Il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre, la Russie. Le conflit en Iran est-il en train de renflouer les caisses de la Russie au risque que cette manne financière soit utilisée contre l'Ukraine? C'est ce que redoute le président Zelensky, inquiet de voir les chancelleries détourner le regard depuis le début de la guerre en Iran. Le Premier ministre britannique l'a assuré hier de son soutien. Poutine ne doit pas être celui qui tire profit du conflit en Iran. Il est vraiment important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour affaiblir sa position. Le président russe a beau bomber le torse, il perd un à un de précieux alliés. Le régime iranien est affaibli. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé par les Américains et le Syrien Bachar al-Assad renversé. Alors que vont donner les manœuvres russes dans la guerre en Iran? Comme l'assure Antonio Costa, la Russie est-elle pour l'instant la plus grande gagnante de ce conflit? Nos trois invités pour ce débat, Igor Delanoë, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, chercheur associé à l'IRIS. Vous avez coécrit Les BRICS et la réforme du monde. Cet essai vient de paraître. Vous avez passé plusieurs années en Russie. Et vous estimez que cette guerre des Américains contre l'Iran permet à Vladimir Poutine de dénoncer le deux poids, deux mesures dans l'application du droit international. C'est un angle d'attaque sur lequel Moscou entend capitaliser, selon vous, notamment vis-à-vis, on y reviendra, du Sud global, comme on dit. À côté de vous, Paul Gogo, bonsoir, journaliste, ancien correspondant pour le quotidien Ouest France à Moscou et en Ukraine. Vous êtes revenu de Russie, je crois, il y a un mois. Vous venez de publier Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu. Et vous considérez que la Russie profite de la hausse des cours du pétrole pour renflouer ses caisses et se refaire une santé. Mais ajoutez-vous, cette respiration n'est sans doute que très provisoire. Et à côté de vous, Maude Kessar, bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, donc vous êtes spécialiste des relations transatlantiques. Vous estimez que cette guerre au Moyen-Orient peut apparaître pour l'instant comme un jackpot pour Moscou. Donald Trump fait par ailleurs indirectement le jeu de Vladimir Poutine, ce qui inquiète énormément les Ukrainiens. Et on va démarrer le débat avec la déclaration du jour. C'est celle du Kremlin, en l'occurrence de son porte-parole, après la mort du chef de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, visé par une frappe israélienne. Regardez, nous condamnons fermement les actions visant à tuer les dirigeants de l'Iran indépendants et souverains, a déclaré Dmitri Peskov. Larijani avait été reçu tout récemment, en janvier, au Kremlin, par Poutine en personne. Igor Delanoë, est-ce que l'élimination justement de Larijani est une mauvaise nouvelle pour Moscou ? Mauvaise nouvelle pour Moscou, je ne sais pas. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où ce monsieur était connu pour être pas forcément le plus radicalisé de la bande ou l'élément le plus dur du régime. C'était un dur, mais un dur pragmatique. Et on aurait pu compter sur un profil comme le sien, par exemple, dans une hypothétique reprise des discussions le jour où cette guerre s'arrêtera, et en éliminant quelqu'un qui était plutôt ouvert à un dialogue ferme, un dialogue, un rapport de force, mais dans une logique évidemment de coopération. Potentiellement, on se prive de ce type de profil pour la reprise plus tard du dialogue. Oui. Paul Gogo, alors quand on entend Poutine parler de soutien indéfectible à l'égard du nouveau guide suprême qu'on n'a toujours pas vu, Mojtaba Khamenei, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire que quoi que fassent les Iraniens, ils ont le soutien de Moscou. Oui, alors
après, c'est comme finalement la réaction de Dmitri Peskov qu'on vient de voir. En fait, c'est à peu près le maximum de ce que le Kremlin peut dire ou faire pour défendre l'Iran. Parce que je pense que Vladimir Poutine et Donald Trump ont au moins un point commun, c'est cette idée de compartimenter tous les dossiers internationaux. Et pour dire les choses franchement, je pense que personne n'a envie de se disputer sur l'Ukraine à cause de l'Iran ou que les choses n'aillent pas dans le bon sens sur l'Ukraine à cause de l'Iran. Donc on se fâche pas vraiment. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, oui, a un intérêt au moins, alors si possible, à garder contact avec le pouvoir actuel en Iran. Si ça devait changer de pouvoir, comme on l'a vu en Syrie, Vladimir Poutine serait certainement le premier à appeler le nouveau pouvoir pour faire ami-ami avec. L'idée, c'est d'être présent, éventuellement d'avoir un rôle dans d'éventuelles négociations et surtout garder ce lien avec l'Iran, quoi qu'il arrive par la suite. Maud Kessa, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui entre Moscou et Téhéran? Est-ce qu'il y a une aide directe un peu en coulisses au régime iranien ou pas, en termes de renseignements, par exemple, militaires? Alors aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire exactement ce dont bénéficient précisément les Iraniens. Ce qui est sûr, et votre sujet le rappelé, c'est que la Russie n'a pas envie de s'affaiblir dans la région. Ils ont déjà perdu un allié de poids qui était Bachar el-Assad. Donc en Syrie, et on sait bien que en fait ces axes de coopération dont on parle, qui sont plutôt Ankara, Moscou, Téhéran, eh bien là sont particulièrement affaiblis et donc si Poutine veut continuer à jouer de sa superbe, il doit en tout cas sur la forme et dans sa propagande penser qu'il pèse sur ses relations parce que aujourd'hui il a une épingle à tirer de ce jeu et il est suffisamment stratège lui, pour savoir quoi en dire pour le moment, en tout cas pour faire peser le doute. Vladimir Poutine est suffisamment stratège. Vous parlez de lui, c'est lui qui est le stratège. En comparaison de son homologue américain. Donald Trump, pour ne pas le nommer. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Adna les accords. Il y a 2 accords qui ont été signés pour renforcer la relation entre la Russie et l'Iran en 2025. Oui, le premier remonte au 17 janvier 2025, 3 jours avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian signent à Moscou un accord de partenariat stratégique global pour une durée de 20 ans. Il y est question de coopération économique et commerciale, autant que de sécurité, de défense et de spatiale. L'intérêt pour l'Iran, c'est d'acquérir du matériel militaire, des missiles, des avions, des hélicoptères, systèmes de défense antiaérien et une meilleure imagerie satellite. Et en échange, Téhéran continue à fournir des drones Shahed à Moscou, ainsi que les compétences nécessaires à leur fabrication sur le sol russe. Sont prévues aussi une intensification des exercices militaires conjoints et des échanges d'officiers entre les 2 pays, mais en aucun cas il ne s'agit d'un accord de défense mutuelle en cas d'agression, raison pour laquelle la Russie, à ce jour, n'est jamais intervenue dans le conflit. Et donc le deuxième accord ? Le deuxième accord, c'est sur le nucléaire civil. Il a été signé en septembre 2025. Ce contrat à 25 milliards de dollars prévoit la création de 4 centrales nucléaires à Syrik, dans le sud de l'Iran, par la société russe Rosatom, de quoi répondre aux besoins énergétiques de l'Iran, qui est régulièrement frappé par des coupures de courant. C'est déjà cet opérateur qui avait mis en service l'unique centrale du pays en 2013, à Boucher, qui est toujours en exploitation. Et on a appris d'ailleurs hier par l'AIEA qu'elle avait été touchée par un projectile, mais qu'aucun dégât n'était à constater. Igor Delanoë, on voit la relation entre ces 2 alliés, elle semble déséquilibrée. C'est l'Iran aujourd'hui qui a plus besoin de la Russie que l'inverse? Ah oui, l'Iran aujourd'hui est dans une situation de demandeuse et d'une manière générale, c'est un partenariat qui est assez asymétrique depuis plusieurs années pour un tas de raisons. Le fait que la Russie est une grande puissance du Conseil de sécurité, qu'un droit de veto, une puissance nucléaire reconnue, Conseil de sécurité de l'ONU, voilà, et que les Iraniens étaient souvent contraints d'avoir cette relation avec les Russes parce qu'avec les Occidentaux, c'est pas possible en raison des sanctions. Maintenant, comme vous l'avez décrit, cet accord donc, de partenariat stratégique global est en fait un accord cadre. Quand vous le regardez, il n'y a rien de très concret dedans. Ce sont des grands objectifs, des grandes directions que se donnent Russes et Iraniens pour les 20 prochaines années. Et ils demandent à être complétés par des partenariats ad hoc et des accords ad hoc, quel que soit le secteur. Mais pour les Russes, si vous voulez, il y a des projets structurants. Alors vous avez mentionné l'atome civil, nucléaire civil. Et le deuxième, c'est le projet de corridor international Nord-Sud, qui est lancé par les Russes et les Iraniens et qui est censé relier l'Inde
à la Russie via le territoire iranien et la mer Caspienne. Et pour y transférer quoi? Un axe ferroviaire. C'est un axe ferroviaire, terrestre, pour faire de la logistique internationale, en fait pour désenclaver le Golfe, pour que les Russes aient accès directement au Golfe Persique via le territoire iranien et non plus à travers Suez ou la route africaine. Pardon Paul Gogo, mais on parle d'aide de Moscou. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aident en sous-main sur le nucléaire militaire ou pas du tout? Parce que c'est ça l'enjeu de cette guerre aujourd'hui, dit Washington. Oui, bien sûr. Après, je pense vraiment pas que la Russie ait ce genre de partenariat en tête, parce que, encore une fois, l'idée principale, c'est de défendre ses positions. Des projets comme celui dont on parlait, c'est quelque chose qui est très utile à la Russie, parce que ça sert notamment à contourner les sanctions qui peuvent toucher la Russie. Il y a un intérêt pour la Russie là-dedans. Donc ils n'aident pas à l'enrichissement d'uranium. Non, voilà. Alors si vraiment ils s'impliquaient dans ce genre de questions, là, je pense qu'ils mettraient en danger leur relation avec les États-Unis. Et là, c'est vraiment pas l'atmosphère en ce moment. Vous confirmez une forme de retenue russe pour ne pas fâcher Donald Trump? Alors, une retenue russe pour pas fâcher Donald Trump, tout de même pas. Par contre, le fait qu'il y ait ce jeu de convoitise, c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend aussi, on pense que Trump est un idiot pour beaucoup de choses et j'ai cru l'esquisser en parlant d'une comparaison entre Vladimir Poutine qui serait stratège et Trump peut-être un peu moins. Toutefois, ce que Trump a bien compris, c'est que l'Iran était riche de ressources aussi et qu'il était hors de question que ni les Européens ni la Russie puissent donc s'approprier ces ressources dont on parlait. Et aussi, ça fait partie d'un plan un petit peu plus large qui consiste pour les États-Unis à s'intéresser aux pays du Sud et à ce que leurs compétiteurs stratégiques, donc la Russie et la Chine, ne s'approprient pas toutes les ressources ou tous les partenariats qu'ils pourraient juger utiles. Et ça, c'est pas simplement Trump qui le pense, c'est aussi l'ensemble des personnes qui le conseillent et qui ont plutôt un lien avec les grandes entreprises que l'on connaît, dont celle de la tech, plutôt que ses conseillers directs. Igor Delanoë, quand Vladimir Poutine, à propos de l'assassinat du guide suprême Khamenei, évoque une violation, par les Américains et les Israéliens, évoque une violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international. On se dit, plus c'est gros, plus ça passe, ou c'est un message adressé aux pays du Sud global et des BRICS? Non, c'est un message, c'était une frappe de décapitation qui a fonctionné, puisque le guide a été balayé, les grands hauts gradés iraniens l'ont également été, quelque part. C'est un peu ce qu'ils ont fait au Venezuela, mais sans éliminer physiquement. Ils l'ont exfiltré. Mais c'était une frappe de décapitation à sa manière, en confisquant l'exécutif. Je reviens juste sur l'aspect pas fâché Trump et la retenue russe. Il y a de la retenue russe pour plusieurs raisons. Alors oui, ils ne veulent pas s'aliéner la discussion qu'ils ont avec les Américains sur l'Ukraine. Il y a quand même un trialogue qui est noué, donc ils ne peuvent pas non plus le compromettre. Mais ils ont évidemment du matériel militaire qui doit d'abord partir pour le champ de bataille ukrainien et qui ne peuvent pas donner au risque de se priver de ce matériel. Mais surtout, ils ont de la retenue vis-à-vis de leurs amis du Golfe, parce qu'ils ont d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis, ils ont d'excellentes relations, les Russes, avec l'Arabie saoudite. Quand vous regardez le niveau du commerce bilatéral russo-iranien, l'année dernière c'était 5 milliards de dollars, c'était 12 milliards entre les Émirats arabes unis et la Russie. Et ça, c'est juste les Émirats arabes unis. Quand vous prenez le Conseil de coopération du Golfe, le volume du commerce est 3-4 fois supérieur à celui qu'il y a entre la Russie et l'Iran. Donc, ils sont en fait sur un numéro d'équilibrisme diplomatique entre on ne peut pas laisser tomber les Iraniens, il faut les aider. Donc, on leur donne du renseignement satellitaire, par exemple. Mais en même temps, on ne va pas s'aliéner ceux avec qui le business marche. Mais c'est plus leur pièce maîtresse. Alors, si on vous entend bien en Iran, si ils ont des liens, Paul Gogo, avec d'autres pays du Moyen-Orient, comme les Émirats arabes unis et tout ça, est-ce que si le régime tombe, est-ce que c'est vraiment si grave pour Moscou? Rien n'est jamais grave pour Moscou. Je ne sais pas si on peut répondre ça. En tout cas, c'est comme ça que le Kremlin aime qu'on comprenne les choses. Après, l'Iran, il y a un côté anti-impérialisme américain, nouvel ordre mondial, qui me semble un peu plus sûr idéologiquement que les autres pays du Golfe. Mais le Kremlin se montre prêt à parler à tout le monde. Donc c'est juste que l'Iran, c'est le genre de pays qui permet de consolider certaines positions dans certaines régions et auxquelles le Kremlin tient, parce qu'il y a vraiment une idéologie derrière qui soutient tout ça, quoi. Alors on va se concentrer sur la question du pétrole, du blocage du détroit d'Ormuz. Est-ce que ça a comme incidence, avec une archive déjà? On revient en 1980, menace d'intervention des États-Unis en Iran suite à la crise des otages. L'URSS, qui est très inquiète, ça les inquiète plutôt. Les Soviétiques craignent les conséquences d'une telle intervention sur leurs exportations de pétrole via le fameux détroit d'Ormuz. On regarde. Depuis que le président des États-Unis
et 2/3 des Américains se sont prononcés pour une action militaire en Iran, la crise iranienne l'emporte de loin sur la crise afghane, car le blocus naval du détroit d'Ormuz par Téhéran, qui serait la conséquence du blocus américain de l'Iran, ne pénaliserait pas seulement les pays industrialisés et les pays producteurs de pétrole. Ce blocus pénaliserait aussi l'URSS. Moscou a signé plusieurs accords commerciaux avec Téhéran, dont le plus important est celui de la construction d'une immense centrale hydroélectrique. D'autre part, l'Union soviétique, qui partage une frontière de 2000 km avec l'Iran, déclare que la flotte américaine dans l'océan Indien menace directement les frontières sud de l'URSS. Ainsi, le rapprochement Téhéran-Moscou devient de plus en plus probable. Igor Delanoë, plusieurs années plus tard, on voit à quel point tout est géostratégique et en particulier les hydrocarbures. Aujourd'hui, la hausse des prix du pétrole est consécutive au blocage des détroit d'Ormuz. C'est une aubaine pour Moscou ou pas, clairement, financièrement? C'est une aubaine, oui, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un baril Urals, donc la marque de référence de pétrole russe, qui frôle les $100 le baril, alors qu'il était vendu à largement moins de $50 le baril il y a encore quelques jours, après la remise que les Russes consentaient sur la vente de ce pétrole. Il y a les Américains qui ont d'abord autorisé l'Inde à racheter du pétrole russe. Maintenant, il y a une licence générale jusqu'au 12 avril pour le pétrole vendu. C'est ça, une levée des sanctions, en d'autres termes. Voilà, en tout cas, un assouplissement, un répit. C'est temporaire, voilà, temporaire. Ceci étant dit, c'est évidemment de l'argent frais qui va rentrer en plus, mais ça ne va pas, comment dirais-je, changer complètement de modèle économique en Russie, parce que les recettes pétrogazières dans le budget fédéral représentaient environ 22% l'an dernier. C'est plus les 40 ou 50% que ça rapportait il y a quelques années. Donc ils ont réussi à se sevrer en partie de cette dépendance. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en Russie, ils sont en train de faire des plans d'austérité, de sortir des fonctionnaires, de réduire des budgets, indépendamement du fait qu'ils rentrent $150 millions en plus par jour. Grâce à ça. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que conjoncturellement, il y a un répit, mais structurellement, l'économie russe fait face à des défis plus importants. Mais Maud Kessler, c'est un cadeau. Pardon, mais c'est un cadeau de Donald Trump à Vladimir Poutine indirectement, cette levée des sanctions ou cet assouplissement jusqu'au 11 avril au soir. Alors là, absolument. Mais il faut aussi penser que dans ce jeu à plusieurs bandes, les États-Unis qui chassent, comme je le disais tout à l'heure, dans les pays du Sud, ont aussi beaucoup besoin de l'Inde et n'ont pas nécessairement besoin d'être trop coercitifs avec ce pays pivot dans cette zone-là, auquel les États-Unis donc vendent beaucoup d'armements aussi et sont en concurrence un petit peu moins importante maintenant avec la Russie, mais lire la position indienne, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais j'aimerais attirer quand même l'attention sur le point suivant, c'est qu'il y a quand même un déficit, et là je parle sous le contrôle de mes deux collègues budgétaires en Russie, est extrêmement important. Et il faudrait que la guerre dure quand même un certain temps, si on fait quelques projections, pour que en fait, ce coup d'opportunité sur le prix du baril du pétrole arrive à complètement renflouer les caisses de Moscou. Alors pour l'instant, c'est intéressant, mais combien de temps ça devrait durer pour renflouer complètement l'économie russe? Là, j'ai écouté les projections que nos grands amis américains et les projections qui sont faites par le CSIS qui suit de près en fait ces questions-là. A priori, il faudrait quand même un enlisement d'encore plusieurs mois pour que ce soit vraiment intéressant pour la Russie. Paul Gogo, justement, cet argent, à quoi il va servir concrètement? Peut-être pas à renflouer les caisses, mais en tout cas alimenter en partie l'effort de guerre? Oui, tout part dans la guerre aujourd'hui en Russie, je serais tenté de répondre. Et c'est vrai que lorsque le budget 2026 a été conçu en début d'année, en Russie, il a été conçu sur un cours du pétrole qui était, il me semble, autour des $60. Donc là, oui, on voit l'opportunité maintenant qu'on est autour des $100. Et effectivement, j'ai lu des analyses ces derniers jours qui expliquaient qu'il faudrait plusieurs mois. En gros, si la crise durait déjà un mois, la Russie comblerait à peu près 10% du déficit qu'elle a prévu pour cette année. Donc on comprend qu'il faut que ça dure encore longtemps. Mais effectivement, c'est une sorte de respiration, au-delà du fait qu'on ne regarde plus trop la guerre en Ukraine. Il y a besoin d'argent en ce moment. Il y a les coupes budgétaires dont on parlait. Quand vous dites qu'on ne regarde plus trop la guerre en Ukraine, c'est les regards se détournent. Les regards se détournent, médiatiques, politiques. Oui, c'est ça. Oui. Et le Kremlin sait bénéficier de ces périodes un peu hors lumière, on va dire. Donc ça, oui, c'est toujours c'est cynique, mais c'est
un bonus quoi, pour le Kremlin. Et ensuite, oui, l'argent va dans la guerre parce qu'il y a des vraies difficultés. Il y a des régions où on commence à baisser un peu les primes qui servent à pousser les gens à s'engager. Donc on sent que c'est un petit peu difficile. Et de toute façon, le budget annoncé cette année était annoncé difficile et douloureux. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, donc il y a la guerre en Ukraine qui est au centre de tout cela. Et Zelensky, le président ukrainien, lit le sort de son pays à ce qui se passe en Iran. Écoutez-le. Now we have clear evidence that Iranian shaheeds used in the region contain Russian components. So what is happening around Iran today is not a faraway war for us, because of the cooperation between Russia and Iran. And we do not believe we have the right to be indifferent. Igor Delano, est très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine parce que beaucoup de capacités militaires sont détournées par les Américains vers l'Iran, notamment des missiles patriotes. Ah bah absolument, ça c'est le grand problème pour l'Ukraine, c'est-à-dire que cette guerre dans le Golfe consomme énormément de missiles patriotes pour la défense antiaérienne. Il y a un chiffre qui est assez édifiant. En 15 jours, les Américains ont consommé près de 1000 intercepteurs donc pour les défenses antiaériennes patriotes pour Israël, les Émirats, etc. Le complexe militaro-industriel américain peut en fabriquer 700 par an. Donc en 15 jours, ils ont consommé plus que la production en un an que les Américains peuvent produire. Alors que l'Ukraine elle-même en a consommé 700 sur 4 mois d'hiver pour protéger relativement la capitale. Oui, Maud Kessar, en même temps, Donald Trump s'est déjà détourné de l'Ukraine, là c'est encore plus. Il n'y a pas de négociation, elles devaient avoir lieu début mars. Elles sont reportées sine die. Oui, alors c'est surtout ce coût important de la guerre qui est engagée au Moyen-Orient et qui détourne à la fois de l'Ukraine et puis de l'autre priorité stratégique américaine qui est l'Indo-Pacifique, ce qui inquiète beaucoup en interne. Il faut rappeler quand même que les États-Unis, sur une semaine, ils ont dépensé 5,7 milliards et au bout de 12 jours de guerre, ils étaient à 16 milliards. Donc on comprend que ça puisse être assez colossal, même pour les États-Unis. Et surtout, en termes de stock, ils sont en train de les épuiser rapidement. Et ça inquiète aussi beaucoup en interne aux États-Unis pour les autres théâtres qu'ils auraient à couvrir et sur lesquels ils sont aujourd'hui à découvert. Vous étiez en Russie jusqu'à il y a un mois à peine. Est-ce que le sentiment d'une fatigue existentielle de la population russe par rapport à cette guerre qui a démarré il y a plus de 4 ans est réel, ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait? Non, il y a une réelle fatigue qui d'ailleurs est apparue lorsque, à mon avis, qui s'est ressentie lorsque Donald Trump a été élu, où les Russes y ont vu un espoir. Ils se sont dit, les Américains, les Russes vont se reparler, on arrive peut-être au bout de quelque chose. On semble voir la lumière au bout du tunnel, et Vladimir Poutine a balayé assez rapidement en fait cette perspective, qui est réapparue lorsque Donald Trump s'est vraiment impliqué encore plus dans les sortes de discussions auxquelles on assiste depuis quelque temps. Mais là, les Russes commencent à voir que ça ne mène pas vraiment à quelque chose. Et puis surtout, la rhétorique en Russie consiste aujourd'hui à convaincre la population, à vraiment faire comprendre à la population que ça peut durer très longtemps. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Des années et voire éventuellement des années, parce que on a tendance, vu qu'on se sert en fait de la réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, quand on compare le tribut de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique en Russie, avec ce qui se passe aujourd'hui, on est finalement, encore une fois, très cyniquement très loin du même tribut. Et donc il y a cette idée que mourir pour la patrie, ça peut encore se faire pendant encore longtemps en Russie. Merci à tous les trois d'être venus débattre et de nous offrir vos explications et vos analyses. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. On va parler de quelqu'un qui a 93 ans. Il est maire d'une commune en Picardie qui s'appelle Priez. 60 habitants, maire depuis 1959. C'est le plus vieux maire de France, mais il ne détient pas encore le record de longévité absolue nationale. Bon, puis on évoquera le fléau des adeptes de croisière, le fléau pour les adeptes des croisières. Les gastros, le vomi s'amuse en quelque sorte. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Banksy, l'identité de l'artiste qui poche les murs du monde entier depuis 30 ans, n'est plus anonyme, c'est entendu. Le nouveau pochoir du street artiste Banksy. Banksy va attirer les foules. Banksy, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Banksy, selon toute vraisemblance diminutif du pseudonyme Robin Banks, dérivé phonétique de Robbing Banks, traduisible par braquer des banques, désigne l'artiste anonyme réputé boss du street art mondial. Le 13 mars, une agence de presse britannique a publié les résultats d'une longue enquête dévoilant l'identité du graffeur mystère.
3 limiers de l'agence fondée à Londres en 1851 pour relayer de l'information boursière ont mené l'enquête dans un village ukrainien, à Londres et à Manhattan pour découvrir l'identité de Banksy, artiste contestataire au tropisme humaniste dont les fresques au pochoir, d'abord acte de vandalisme, sont devenues trésor national britannique. Banksy, né au street art dans le milieu du graffiti bristolien des années 90, s'est aussi livré au détournement de tableaux archi connus, avec des versions écolo parodiques de l'étang aux nymphéas, transformés en dépotoirs, ou des tournesols complètement fanés. Des œuvres vendues aux enchères pour des montants non symboliques. À l'origine, protection contre les risques légaux liés à son art vandale, l'anonymat de Banksy est devenu une œuvre en soi, génératrice de valeur et protégée par sa propre ingénierie juridique. Ces graffitis ont des noms qui sont déposés par sa société de gestion de droits, comme des marques, dont il bloque l'exploitation commerciale à sa guise. Banksy s'appelle Robin Gunningham. Un scoop qui aura pour conséquence de freiner l'artiste dans ses déplacements graffito-militants et sans doute de baisser sa cote, ou pas, comme le suggère la cote actuelle de celui-ci et celui-là, qui ne se sont pas privés de créer sous pseudo. Braquer la banque, sinon rien. Très fin, Thibault Nolte. Bonsoir à nouveau, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. C'est l'heure de vos chroniques. Alors, Xavier, on est à 4 jours du 2e tour des municipales. Saviez-vous, évidemment, vous le savez, qu'en Picardie, il y a un homme âgé de 93 ans, il s'appelle Yves Bahut. Oui. Il est maire de sa commune, 60 habitants, sans interruption depuis 1959, mais il ne détient pas encore le record de France. Vous allez nous en parler. Oui, il peut le battre. Hein, cet homme-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. C'est ce que nous lui souhaitons. Ouais. Ah bah évidemment, nous trésor national. En mai 1815... au moment où André Cornu devient maire de la petite commune de Bazole. Bazole, ça se trouve dans la Nièvre, le fameux Cornu, le Cornu. Et non, c'est pas le Cornu, c'est bien Cornu. Vous savez, mai, juin 1815, période troublée, on est pendant les 100 jours. Ce moment où Napoléon est au pouvoir, il est revenu après son premier exil de l'île d'Elbe. Et c'est d'ailleurs durant cette période-là qu'il est décidé que, contrairement à ce qui se faisait avant sous l'Empire, où les maires étaient nommés, désormais, ces maires vont être élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire les plus riches vont pouvoir voter pour les communes de moins de 5000 habitants, et c'est ainsi qu'André Cornu devient le maire. Alors lui, il dit c'était un peu par acclamation, c'était pas très très rigoureux. Il n'a même pas 20 ans, il fête son anniversaire le 15 juin, donc 1815. Il était né en 1795 sous la Révolution française. Son anniversaire, il le fête 3 jours avant que Napoléon soit défait à Waterloo. Lui, il reste maire. Oui, il reste maire sous la Restauration. Il est maire au moment où les maires sont nommés par le pouvoir. En l'occurrence, ce sont les rois Louis XVIII et Charles X. Il est maire aussi après la Révolution de 1830 sous la monarchie de Juillet avec le roi Louis-Philippe. Alors là, les maires sont nommés, mais par les préfets pour les petites communes. Vous l'avez compris, cet homme-là, c'est un notable, il est propriétaire cultivateur et globalement, il ne pose aucun problème au pouvoir. Mais en 1848, il y a une révolution. La République est proclamée et désormais, les maires sont élus. Il est élu. Il reste maire et il se présente même en 1849 à la députation. Alors, étiquette un petit peu bonapartiste. Là, il échoue, mais il reste maire. Il reste maire sous le Second Empire. Là encore, il est nommé. Il reçoit même la croix de la Légion d'honneur en 1863 comme doyen des maires de son département. C'est un personnage absolument exceptionnel et en 1870, le Second Empire s'effondre, la République est proclamée. Il est toujours maire. Alors, nommé dans un premier temps, en 1883, on commence à discuter d'une réforme. Ça aboutit à la loi de 1884 sur l'organisation municipale, dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers. Les maires sont élus, il est élu, il n'y a pas de problème. André Cornu est toujours là. Mais la presse s'intéresse à lui, il dit « Je jouis d'une excellente santé, je vous écris sans lunettes, tout va bien. » Les changements de régime, il s'en bat les basoles, il traverse l'ensemble de l'histoire. André Cornu meurt en 1887, il a 92 ans. Vous vous rendez compte, 72 ans, maire de Bazole. 72, c'est absolument énorme. C'est encore aujourd'hui le record. Et il faut avouer, c'est une histoire municipale qui n'est pas commune. Certes, cher Mauduit. Et Bahut, le maire donc de Priez, 67 ans maire de sa commune. Il peut battre le record dans 5 ans. 5 ans et demi, quoi. On lui souhaite. Voilà. Marie, alors, dans les Caraïbes, une croisière tourne mal à cause du norovirus. C'est chic de dire norovirus. Oui, mais Moi, je dis gastro-entérite comme ça.
Ça veut dire la même chose. Oui, et tout de suite, on a des images concrètes qui nous viennent en tête pour imaginer donc l'ambiance à bord du Star Princess, énorme paquebot de cruising, de croisière, qui était parti de Floride le 7 mars dernier pour une semaine de détente dans les Caraïbes, avec donc à bord un casino, un spa, une salle de concert avec vue sur les étoiles, puisqu'il y a un magnifique dôme transparent au-dessus, que 150 personnes ont dû donc quitter précipitamment pour aller aux toilettes, diarrhée, vomissement, tout le monde sait ce que c'est qu'une gastro-entérite. 150 personnes, c'est 2,6% du total des gens qui étaient à bord. C'est juste en dessous du seuil épidémique, d'après le classement du Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, qui est chargé de surveiller tout ça. Et alors, inutile de dire que les paquebots, depuis le Covid, ce serait un euphémisme de dire qu'on les surveille de très très près. Peut-être, est-ce que vous vous souvenez, c'était des images qui avaient marqué le monde entier, du Diamond Princess qui avait été en quarantaine dans un port japonais, c'est le port de Yokohama. C'était en février 2020. On avait tous vu ce paquebot et les gens coincés à l'intérieur. C'était quelques jours avant que les premiers cas soient détectés chez nous en France. Car à l'instar des prisons, des écoles, des maisons de retraite, les paquebots, ce sont des espaces clos avec une promiscuité. C'est un paradis pour les virus. D'ailleurs, le Star Princess n'est pas le seul à avoir eu la gastro cet hiver. Il y a eu aussi le Coral Princess avec des cas détectés, le Ruby Princess et d'autres bateaux avec la princesse dedans. Les attaques de norovirus ont quasiment doublé sur les croisières ces 5 dernières années. Malgré des meilleures procédures anti-propagation, c'est passé d'une dizaine à 18 par an. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a plus de croisières. C'était un business qu'on avait enterré un peu trop vite pendant la pandémie de Covid. Et on vient donc à ma conclusion. C'est la même à chaque fois que je parle de gros bateaux polluants sur ce plateau. Évitez la gastro, faites de la rando. Oui, ou de la barque, tout seul. Voilà, puis vous ramez tout seul. Jusqu'où, on ne sait pas. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.